bonsoir à toutes et à tous et merci pour participer avec nous à ce débat du commerce international organisé par la Fabrique de l'exportation sur le thème de l'Inde. Alors pourquoi l'Inde? Je pense qu'évidemment ça paraît relativement logique même si aujourd'hui dans le contexte international on a tendance à se concentrer un peu sur le triptyque des relations États-Unis, Chine, Union européenne. Il est évident qu'il y a d'autres acteurs extrêmement importants dans le jeu qu'il ne faut pas négliger, comme le Brésil, comme d'autres, comme l'ASEAN, et évidemment comme l'Inde, qui est un pays absolument essentiel sur le plan démographique, économique, politique, et qui joue un rôle très important. L'autre raison, évidemment, c'est l'actualité avec la signature au mois de janvier d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne précisément et l'Inde, signature qui est intervenue après de longues années, voire de décennies, je ne sais pas ce qu'on peut dire, de discussion, mais qui a été conclue et qui a été présentée de manière extrêmement positive, notamment côté européen. Je pense que c'est aussi le cas côté indien, en disant qu'il s'agit d'un partenariat stratégique et qu'on crée ainsi la plus vaste zone de libre-échange du monde, puisqu'elle couvre 2 milliards de personnes. Il faudrait qu'effectivement, 1,5 milliard en simplifiant côté Inde et 500 millions côté Union européenne, c'est ça l'enjeu, mais évidemment, je pense au-delà de ces formules qui sont toujours très, très positives et qu'on annonce toujours dans ces cas-là, il est important certainement d'aller au-delà et de voir un petit peu quelle c'est la réalité de cet accord et quelle est sa portée. Et pour cela, nous remercions beaucoup Catherine Brosse d'avoir accepté de nous présenter sa vision de ce sujet. Catherine est une grande spécialiste de l'Inde. Elle a une carrière universitaire de chercheuse et de professeure d'économie après des études à l'École supérieure de commerce de Paris et à l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne. Elle a exercé dans diverses universités, notamment l'université Gustave Eiffel. Elle a fait aussi un passage à Oxford et depuis maintenant 3 ou 4 ans, elle est professeure titulaire de sciences économiques à l'université de Tours. Et on peut dire qu'elle a consacré, pas la totalité, mais une grande partie de ses travaux à l'Inde sur tous les aspects, aussi bien les aspects économiques que les aspects sociaux et sociétaux. Elle a publié pas mal de choses, mais la dernière publication que je voudrais citer, il y en a peut-être de plus récentes, mais elle nous le dira, c'était en 2023, un livre qui est sorti chez Ramsès, et dont le titre est « Inde, une croissance sans développement, point d'interrogation à la fin ». Donc je pense que nous avons avec Catherine la meilleure spécialiste possible pour nous traiter du sujet, du thème qu'elle a choisi elle-même et qui déjà annonce un petit peu le fond du sujet, et qui, je le rappelle, est l'accord Union européenne-Europe de l'Europe souhaite se diversifier, l'Inde cherche des usines. Donc, Catherine, si vous voulez bien nous développer, nous expliquer cette vision du sujet, et puis ensuite, évidemment, comme d'habitude, il y aura une séance de questions-réponses. Je demanderai à chacun simplement de lever la main avant de poser une question. Merci. Merci encore, Catherine, pour avoir accepté cette invitation, et vous avez la parole. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir et merci pour cette introduction très exhaustive de mon parcours. Donc effectivement, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur l'Inde, où je vais très, très, très régulièrement. Et j'avais commencé à travailler sur des sujets plus sociétaux, en effet, avant de regarder des choses qui sont beaucoup plus liées à l'environnement macroéconomique de l'Inde et aussi à son commerce extérieur. Donc voilà, toutes les questions seront les bienvenues à la fin et je serai heureuse d'y répondre. Donc effectivement, en fait, je voulais revenir, l'idée de ce webinaire, c'était de revenir sur l'accord de libre-échange, comme Alain l'a signalé, puisque c'est un accord de libre-échange qui est inédit à plein d'égards, inédit de par sa taille. Ça, effectivement, ça a été très célébré en Europe, mais aussi en Inde, puisque ça regroupe effectivement 1/4 de la population mondiale et 1/5 du PIB mondial. Donc, c'est un accord vraiment très important qui couvre énormément de lignes tarifaires. Quasiment 96% des lignes tarifaires sont couvertes par l'accord. Et c'est un accord qui a eu, disons, des hauts et des bas, qui a été, voilà, les premiers pourparlers datent d'il y a quasiment 20 ans, puis il a été mis en sommeil, puis il a été réactivé. On pourra revenir sur le timing de cet accord qui en dit quand même assez long sur le contexte international.
Alors, je voulais mettre en avant une chose qui n'est pas souvent très bien cernée, c'est que c'est un accord qui est fondamentalement asymétrique, puisque en fait, l'Inde est un tout petit partenaire commercial pour l'Union européenne, hein, c'est le 10e partenaire commercial. Ça représente à peu près 3% des importations et 2% des exportations de l'Union européenne, donc en fait, c'est pas grand-chose. Par contre, pour l'Inde, l'Europe, c'est son deuxième client. Donc, c'est dès le départ un accord qui est relativement asymétrique et donc qui laisse entrevoir des avantages pour les uns et pour les autres qui sont très différents. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent sur cet accord, c'est que c'était un accord qui, à mon avis, me paraissait vraiment, euh, j'aime pas la formule, mais c'est la plus consacrée, gagnant-gagnant, parce que tout le monde n'y trouve pas, tout le monde y trouve son compte sur des points qui sont très différents. Effectivement, l'intérêt pour l'Inde de cet accord, c'est de sécuriser son deuxième marché mondial après des rapports houleux, pas uniquement avec l'Inde, avec son premier client qui est les États-Unis, puisqu'il y a eu avec l'administration Trump beaucoup voilà, ils ont été assez malmenés comme beaucoup d'autres pays. Ils ont eu la valse des droits de douane, donc on est passé de 17 à 25 à 50, puis là on ne sait pas trop, le même tarif que tout le monde, mais il faut voir ce qui va être décidé. Donc voilà, ça a clairement accéléré les pourparlers avec l'Union européenne. Euh, mais l'Union européenne, elle cherche quelque chose d'un tout petit peu différent, qui est de desserrer un peu la laisse chinoise, si je puis me permettre cette expression, dans le sens où en fait, et en fait, je pense que c'est l'erreur d'interprétation qui a été faite sur cet accord, c'est que tout le monde y a vu l'ombre des États-Unis, mais en fait, celle qui est vraiment la plus marquée, c'est l'ombre chinoise. Parce que pour l'Union européenne, comme pour l'Inde, la Chine, ça représente 21% des importations européennes, et ça représente 16% des importations indiennes. Donc, il y a vraiment une très forte présence des importations chinoises et surtout pour les Indiens aussi, en fait, les Indiens, dans certains secteurs dans lesquels ils sont extrêmement performants, dépendent énormément, soit en aval, en termes de chaîne de valeur, de la Chine. Par exemple, l'industrie pharmaceutique, l'Inde dépend pour ses principes actifs de la Chine. Et l'industrie pharmaceutique en Inde, c'est très important, hein, c'est le secteur enfin, c'est ils détiennent 20% de part de marché du marché des génériques. Donc voilà, donc il y a une vraie dépendance à la Chine qui est partagée par plein de pays. Et pour l'Union européenne, clairement, l'idée, c'était de diversifier ses approvisionnements en donnant un avantage comparatif relatif à l'Inde pour essayer de diversifier un peu les approvisionnements. Là aussi, il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations à mon sens. Beaucoup de gens ont craint d'être envahis de produits indiens comme on a été envahis de produits chinois. Et à mon avis, c'est pas pour demain et c'est pas vraiment le sujet parce qu'en fait, premièrement, comme je l'ai dit, c'est un petit partenaire commercial, l'Inde pour l'instant. Et deuxièmement, tout le but de la manœuvre, c'est de mettre les produits indiens à plus ou moins égalité en termes de coûts que les produits chinois pour pouvoir justement diversifier les approvisionnements de l'Union européenne. L'Inde, alors pourquoi est-ce que l'ombre de la Chine plane sur les intérêts de l'Inde dans cet accord de libre-échange? Pour une simple et bonne raison, et là il faut se mettre dans un contexte un peu plus long, une période un peu plus longue, qui est la trajectoire de développement de l'Inde qui est très particulière et qui est quand même assez ressemblante de la trajectoire de développement de beaucoup de pays qui sont qualifiés de high middle income, c'est-à-dire voilà, revenu moyen émergent, comme on dirait. Et cette trajectoire est la suivante, et je vais vous donner juste quelques chiffres sur l'économie indienne. Donc, dans l'économie indienne, l'agriculture représente 15% du PIB, mais emploie 40% de la main-d'œuvre. Le secteur des services, qui est l'autre secteur extrêmement dynamique pour l'Inde, représente à peu près 50% du PIB, mais n'emploie que 30% de la main-d'œuvre. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le missing middle, c'est-à-dire l'industrie manufacturière, qui n'a jamais réussi à décoller. En soi, c'est pas très grave, si ce n'est que, en fait, l'industrie manufacturière, c'est ce qui permet de créer de l'emploi. Et évidemment, quand vous êtes l'Inde et que vous êtes en pleine transition démographique et que vous avez, enfin, fin de transition démographique, et que vous avez 10 millions de nouveaux entrants sur le marché de l'emploi par an, créer de l'emploi, c'est un sujet primordial. Et les services sont très productifs en Inde, donc ils ne créent pas beaucoup d'emplois. L'agriculture est extrêmement intensive en main-d'œuvre, donc elle capte, elle retient en fait la main-d'œuvre sans offrir des revenus importants. Et en fait, c'est ce transfert intersectoriel de main-d'œuvre qui ne se fait pas en Inde et qui n'arrive pas à se faire.
Parce que d'une part, l'agriculture, donc comme je l'ai dit, est extrêmement intensive en main-d'œuvre, mais l'agriculture, voilà, quand vous avez 15% du PIB qui est représenté par l'agriculture, mais qui représente 40% de la population, vous avez une certaine idée de la valeur, enfin du quotient par lequel la valeur ajoutée est divisée, c'est-à-dire que les revenus en fait des agriculteurs sont bas. Et les services n'arrivent pas à produire suffisamment de jobs parce qu'ils sont tout simplement très productifs. Donc en fait, il y a eu toute une période en Inde, depuis les années 2010 jusqu'à très récemment, où le taux de croissance de l'emploi, enfin du nombre d'emplois disponibles, était inférieur au taux de croissance de la main-d'œuvre. Et qu'est-ce que ça veut dire au bout de 10 ans quand vous avez ça? Ça veut dire que vous avez du chômage potentiellement, sauf qu'en Inde, évidemment, le chômage n'existe pas. Il n'y a pas d'assurance, enfin, il y a très peu de gens qui peuvent prétendre à l'assurance chômage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toute une catégorie de la population qui doit se résoudre à prendre des jobs qui ne sont pas du tout à la hauteur de leurs espérances, si ce n'est de leur qualification. Et donc ça crée énormément de mécontentement en Inde et c'est un vrai enjeu de société en fait, et même c'est un vrai enjeu pour le pouvoir. Donc en fait, l'obsession numéro un depuis l'arrivée au pouvoir de Modi, enfin donc du Premier ministre Narendra Modi, c'est de créer de l'industrie, de développer l'industrie manufacturière, et il a développé énormément de plans, le fameux Make in India dont on a parlé, hein, qui n'est pas un Made in India, ça, le diable est dans les détails, mais Make in India, ça ne veut pas dire qu'on va exporter, hein, ça veut dire qu'on va fabriquer en Inde, mais c'est à destination principalement du marché intérieur. Avec plein de plans de développement industriel et les dernières politiques industrielles qui ont été annoncées en 2020, qui s'appelle le plan Atmanirbhar Bharat, qui veut dire en fait Inde autosuffisante, autonome, on ne sait pas trop comment le traduire. Donc voilà, donc il y a beaucoup de politiques industrielles qui sont développées pour favoriser le manufacturier. Le problème, alors on pourrait se dire très bien, mais pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas la trajectoire, par exemple, chinoise ou sud-asiatique de croissance tirée par les exportations? Après tout, ils ont une main-d'œuvre qui n'est pas chère, ils pourraient. Mais le problème, c'est qu'en fait, à l'époque où la Chine a fait ça, elle n'avait pas d'énormes concurrents en face d'elle. Or, la compétitivité de la Chine actuellement est telle que pour l'Inde, c'est extrêmement difficile d'envisager de développer le secteur manufacturier via des exportations. Donc là, en ce moment, il y a un débat entre économistes sur quelle devrait être la trajectoire de l'Inde. Est-ce qu'elle devrait continuer quand même à toute force à essayer de développer une industrie manufacturière, sachant que les exportations sont extrêmement contraintes par la place dominante de la Chine, ou est-ce qu'au contraire, elle devrait se concentrer sur les secteurs où elle a un avantage comparatif révélé, qui sont bien souvent le secteur des services. Et en développant le secteur des services via les exportations notamment, faire un effet d'entraînement avec le secteur manufacturier, c'est tenter que ça soit possible. Donc, vous voyez, l'espace de manœuvre disponible pour l'Inde est extrêmement étroit parce que d'un côté, elle a besoin de l'industrie manufacturière, mais elle ne peut pas se reposer sur les exportations. Si elle privilégie les services, eh ben, il va falloir attendre quand même assez longtemps que ça crée de l'emploi. Or, le mécontentement au sujet de l'emploi est patent. Hein, dans les dernières élections, clairement, ça a beaucoup pesé sur une défaite relative, hein, très relative du parti au pouvoir, mais qui espérait vraiment avoir landslide victory, comme on dit, une espèce de victoire éclatante, et qui en fait a dû composer beaucoup plus qu'il ne voulait, parce que justement, il y avait cette question de l'emploi, et ça revient systématiquement dans la politique indienne, la question de l'emploi et de l'emploi de la jeunesse en priorité. Donc, en fait, dans cette obsession de développer l'industrie manufacturière, évidemment, l'Inde a vu dans un accord de libre-échange avec l'Union européenne une possibilité parmi d'autres, mais de peut-être donner un peu de souffle aux exportations de biens. Donc là aussi, vous voyez, c'est le positionnement de l'Inde dans cet accord, il est quand même très particulier, lié à des problématiques qui sont très internes. Et l'Union européenne, je le rappelle, la meilleure lecture qu'on puisse faire de cet accord, c'est le besoin impérieux de diversification des approvisionnements, enfin des importations, dont tout le monde d'ailleurs a pris conscience après l'épidémie de Covid-19. Et l'autre aspect inédit en fait de cet accord, c'est ce qu'il révèle aussi du rapport de l'Inde avec le commerce international. L'Inde, pour plein de raisons,
qu'on pourra développer si vous le souhaitez, mais a toujours eu un rapport assez contrarié, enfin longtemps eu un rapport très contrarié au commerce international. Ça a longtemps été un pays fermé, très fermé, et j'irai jusqu'à la libéralisation de 1991. Pour des raisons effectivement de passé colonial, pour des raisons aussi de politique de développement très tirée par un programme étatique en fait. Et donc c'est une économie qui a été extrêmement fermée, ce qui explique aussi le retard qu'a accusé l'industrie indienne quand il y a eu le moment de la libéralisation et qui explique le fait qu'il y ait très peu d'industrie. Donc, à partir des années 91, ils n'ont pas eu le choix, enfin, à partir de 91, puisqu'il y a eu une grosse crise de balance des paiements, avec une intervention du FMI, où en fait, l'Inde disposait d'à peine quelques semaines de réserve de change pour payer ses importations. Et alors, c'est là où, phénomène amusant, si on peut dire, c'est qu'en fait, ce qui avait accentué cette crise de balance des paiements, c'est la guerre du Golfe, puisque l'Inde importe énormément de pétrole et importait énormément de pétrole de la péninsule arabique. Et donc, avec la guerre du Golfe, les prix du pétrole s'étaient envolés. Donc, forcément, ça a fait de la tension sur le change. Et c'est ce qui a contribué, c'est pas le seul facteur, mais ce qui a contribué donc à engendrer cette crise de balance des paiements. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'histoire se répète? C'est qu'en fait, la roupie, la monnaie indienne a dévissé sur les derniers mois pour les mêmes raisons, en fait, liées à l'importation de pétrole. Puisque avec le blocage du détroit d'Ormuz, évidemment, le prix du pétrole s'est renchéri. Et donc, tout le monde a commencé à s'affouler en disant, ça y est, 91 revient, bon, même si beaucoup d'économistes disaient, non, mais c'est très différent, et il y a beaucoup plus de réserves de change. Donc, en 91, on a cette crise de balance des paiements, intervention du FMI, et donc une libéralisation très rapide et massive sous la houlette du Premier ministre Singh, à l'époque, Manmohan Singh. Et à partir de là, l'Inde s'ouvre, mais progressivement au commerce international. Et donc commence à commercer avec le reste du monde jusque dans les années, en gros, 2010. On sait qu'à peu près en 2000, la part des échanges de biens et services de l'Inde dans le PIB était de 27%. C'est passé à 56 à peu près en 2010. Et c'est des chiffres qui sont relativement petits. Hein. Si on regarde par exemple l'Union européenne, c'est en fonction des années évidemment, mais ça oscille entre 80% et plus de 100% du PIB qui sont des échanges internationaux. Donc pour l'Inde, le maximum a été atteint, je dirais, à peu près en 2010, avec 56% du PIB qui était, les échanges internationaux qui représentaient 56% du PIB, et depuis a reflué. Et les premiers gouvernements Modi, puisqu'on en est quand même à son, si je ne m'abuse, troisième mandat, oui. Donc les différents gouvernements Modi ont là aussi été extrêmement frileux sur l'intégration commerciale internationale. Et je vous ai dit, le dernier package en fait de politique industrielle s'appelle quand même l'Inde autosuffisante. C'est pas exactement, voilà, c'est pas exactement une promesse de libre-échange à tout va, quoi. Mais donc jusqu'à très récemment, c'était très prudent dans son intégration. Effectivement, le programme s'appelle Make in India, c'est-à-dire tous les programmes qu'ils ont lancés, c'était venez produire en Inde parce que comme ça, vous aurez accès à notre marché. C'est pas pour exporter derrière comme ce qu'avait fait la Chine. Hein. La Chine avait attiré des investissements directs étrangers pour pouvoir ensuite créer des chaînes de valeur et donc exporter. L'Inde, c'était pas du tout son positionnement. Son positionnement, c'était un positionnement qu'à l'époque, moi, j'avais qualifié de quasi mercantiliste, dans le sens où, en fait, il y avait énormément enfin, les droits de douane étaient très élevés. Ils étaient à peu près jusqu'en 2022, ils étaient de 18% avant la folie de Trump sur les droits de douane. C'était un des pays qui pratiquait des droits de douane les plus élevés au monde. Et donc, l'idée, c'était, venez donc produire chez nous, comme ça, vous aurez accès à notre marché. Et donc, fondamentalement, ce qui change avec cet accord de libre-échange, c'est voilà, on change de braquet, on change de relation avec le commerce international. Cette fois, on s'ouvre. C'est pas uniquement venez chez nous pour produire, On accepte de faire des concessions aussi pour s'intégrer dans le marché international. Donc, en ça, c'était un signal quand même assez important, puisqu'un accord de libre-échange, c'est pas juste quelque chose, enfin, c'est là pour durer, hein, pour rediriger durablement les flux de commerce. Hein, c'est pour ça qu'en fait, la lecture de voir cet accord de libre-échange comme étant
une réponse à la politique hargneuse des États-Unis, en fait, c'est une mauvaise lecture parce que, en fait, les conséquences de cet accord de libre-échange iront bien au-delà de tous les mandats de tous ceux qui le signent, en fait. C'est un engagement à très long terme. Et donc, c'est pas uniquement une réaction à Trump qui, si ça se trouve, dans quelques années, sera plus là. Et donc, il faut bien avoir ça en tête. C'est vraiment une redirection ou plutôt une stimulation, voire une redirection, ça dépendra de ce que feront les États-Unis, des flux de commerce pour privilégier l'Europe et l'Inde. Ceci étant, le timing des annonces, lui, n'est pas complètement décorrélé de l'attitude des États-Unis, puisqu'en fait, les pourparlers, je vous ai dit, ont commencé à peu près dans les années 2000, puis ont été à l'arrêt pendant 10 ans, et ils ont recommencé en 2022, suite à la prise de conscience très nette de la dépendance vis-à-vis de la Chine. Mais ils ont été très largement accélérés par toute la politique américaine de droits de douane, où, comme j'ai dit, tout le monde a été très, très malmené, et l'Inde en particulier. Et l'Inde l'a très mal vécu, parce que le Premier ministre se faisait fort d'être un bon ami de Donald Trump, voilà, étaler leur complicité. Et dans un premier temps, quand Donald Trump a annoncé donc la première salve de droits de douane lors du fameux Liberation Day, Modi a plastronné en disant voilà, on est mieux traité que nos voisins sud-asiatiques parce que j'ai une bonne relation avec Donald Trump. Bon, ça a été d'assez courte durée puisque 2 mois après, ils avaient les droits les plus punitifs qui soient, 25% plus 25% s'ils continuent à acheter du pétrole russe, soit 50%. Autant dire que ça a été un camouflet sans nom pour le Premier ministre indien. Donc, encore une fois, le timing, lui, c'est sûr, est très lié à la politique américaine, mais au fond, en fait, cet accord de libre-échange, il est là pour durer, pour répondre à des dépendances très structurelles vis-à-vis de la Chine, à des besoins de long terme de développement de l'économie indienne. Et, donc, il faut le voir vraiment dans cette perspective-là. Ensuite, sur les biens qui sont échangés, le dernier point sur cet accord de libre-échange, sur les biens qui sont échangés entre les deux pays, il y a assez peu, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas énormément de points de friction sur les secteurs, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on envoie en Inde, ce qu'on exporte en Inde, est très différent de ce qu'on importe en Inde. Il y a assez peu de concurrence entre les deux pays. Et dernier point, et il y a encore 2 points qu'il faut signaler sur cet accord de libre-échange, c'est que c'est passé beaucoup plus facilement que l'accord avec le Mercosur parce que tout simplement, l'agriculture était exclue du périmètre de l'échange pour une simple et bonne raison. L'Union européenne n'a pas eu très envie de mécontenter encore plus les agriculteurs. Et pour l'Inde, comme je vous ai dit, le monde agricole, c'est la moitié de sa population. Il est hors de question de l'exposer à trop de concurrence parce que c'est trop risqué politiquement. Et ça a été aussi, l'agriculture, ça a été une pierre d'achoppement aussi dans les discussions avec les États-Unis parce que les États-Unis veulent à tout prix ouvrir le marché indien aux produits américains agricoles. Et évidemment, c'est la dernière chose que les Indiens souhaitent faire. Donc, c'est vraiment des négociations très âpres entre les États-Unis et, par exemple, l'Inde sur les produits agricoles. Or, ces produits étaient exclus de l'accord. Donc, ça a facilité beaucoup les choses. Enfin, le dernier point sur lequel, enfin, 2 points encore sur lesquels j'aimerais revenir, c'est il y a quand même une ombre au tableau de cet accord qui est, en fait, il y a eu des négociations très, voilà, un tout petit peu tendues sur 2 points. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou en anglais CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, où en fait l'Union européenne demande une compensation carbone sur tous les biens qui sont importés dans l'Union européenne. Et en fait, beaucoup de pays, dont l'Inde, accusaient l'Union européenne de faire des droits de douane déguisés via ce mécanisme d'ajustement. Ce à quoi l'Union européenne répond, et à mon avis à juste titre, que ce n'est pas du tout un droit de douane dans le sens où ça tend à différencier les produits étrangers des produits domestiques, ce qui est le principe du droit de douane, mais plutôt un mécanisme d'égalisation de type TVA, puisque en fait, ça met à parité les produits qui sont fabriqués au sein de l'Union européenne et ceux qui sont importés, puisque les produits fabriqués au sein de l'Union européenne sont soumis à la taxe carbone. Donc, en fait, en imposant les produits importés à la taxe carbone, on les met au même niveau.
Sachant qu'en plus, il y a une vertu à ce mécanisme d'ajustement, c'est que toute la taxe carbone qui a été payée dans le pays d'origine, par exemple l'Inde, en fait, quand les produits indiens arrivent à la frontière européenne, il n'y a que le delta, en fait, qui sont obligés de payer. Donc, en fait, ça peut être relativement incitatif, bon, à long terme, hein, c'est sûr, de décarboner un tout petit peu ce dont elle aurait grandement besoin, l'industrie indienne, puisque en fait le delta qui va être payé va être ce que vous avez payé déjà en Inde en taxe carbone, vous n'aurez pas à le repayer à la frontière européenne. Il n'y a que le delta entre les deux que vous aurez à payer. Et ça a été très, très compliqué, évidemment. Il y a eu des négociations. Les Indiens disaient, ah oui, mais c'est des droits de douane déguisés. Les Européens disaient, écoutez, on peut pas ne pas le faire vu qu'on le fait chez nous dans notre marché intérieur. Donc, voilà. Et l'Union européenne a tenu bon sur ce mécanisme. Mais comment est-ce qu'il va être mis en place? Par quelle assistance technique? Selon quelle modalité? Selon quelle surveillance? Selon quel cahier des charges au niveau indien? Ça reste encore sujet à négociation et à définition. Et enfin, un autre point que je trouve intéressant qui a été aussi le sujet de discussion importante, c'est celui de la propriété intellectuelle. Puisque la définition, en fait, et c'est particulièrement important pour l'industrie pharmaceutique, évidemment, sur ce qu'on fait avec les brevets. Puisque, par exemple, en Europe, ce qui est autorisé, c'est ce qu'on appelle le evergreening, c'est-à-dire le fait que vous ayez un brevet cœur, mais qu'une fois que ce brevet est terminé, vous avez tout un tas de brevets périphériques qui sont créés. Et c'est pour ça qu'on parle d'evergreening, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de mettre les choses à nouveau sous brevet. Or, les Indiens, eux, ont une version très très stricte du brevet. Le brevet, c'est le brevet de départ, point à la ligne, evergreening, jamais. Ils ont une application très stricte de la déclaration de Douane de 2001, où en fait était définie comme propriété intellectuelle la version, je dirais, la plus stricte, c'est-à-dire sans ces brevets périphériques. Donc là, ça a fait l'objet de négociations, et là, pour le coup, l'Union européenne a finalement concédé à l'Inde l'idée que voilà, les brevets devaient rester uniquement, enfin voilà, que les brevets périphériques euh, ne pouvaient pas être mis en application. Donc voilà, donc ça vous donne aussi quelques éléments sur les points de négociation qui étaient faits. Évidemment, il y en avait plein d'autres, hein, ces négociations qui ont duré très 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 longtemps. Maintenant, ce qu'on regarde aussi, c'est la baisse des droits de douane pour les produits indiens. Enfin, pour les produits pardon, européens exportés en Inde, il y a certains secteurs qui se frottent les mains, l'automobile par exemple, hein, puisque l'automobile, on est passé d'un droit de douane de 110% à peut-être 10%, mais de manière progressive avec des quotas d'importation, sachant que c'est un marché qui en Inde est en progression de 10% par an. Donc là, effectivement, c'est vraiment une opportunité pour les constructeurs européens. Le marché de l'aviation civile aussi, qui est un marché qui croît beaucoup en Inde. Le marché, enfin les produits alcool et spiritueux, bon ça c'est la spécialité de la France. Là, on est passé de 150% de droits de douane à 20, 30, 40% en fonction des produits. Donc, il y a eu quand même des gros efforts qui ont été faits sur les biens d'équipement qu'on exporte aussi en Inde, les équipements médicaux, etc. Donc, il y a eu quand même des réductions qui sont vraiment très, très substantielles sur un certain nombre de produits. À l'inverse, ce que l'Union européenne importe, qui sont essentiellement textiles, par exemple du cuir, ce qu'on appelle appareils, c'est-à-dire vêtements, et la pharmacie, il y a eu aussi là des concessions très importantes qui ont été faites de la part de l'Union européenne. Mais évidemment, l'Union européenne infligeait des droits de douane qui étaient beaucoup moins élevés que l'Inde. Donc en fait, en termes de réduction, c'est surtout très marqué. Enfin, l'ampleur de la réduction est beaucoup plus impressionnante quand on regarde la diminution des droits de douane côté indien. Voilà, donc pour un peu résumer sur cet accord, encore une fois, tout le monde ne cherche pas la même chose. L'Union européenne, alors si, le seul point commun, c'est la volonté de se désengager de l'étau chinois, mais les objectifs à terme ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour l'Union européenne, ça permet d'accéder à un marché qui a toujours été très protectionniste, qui est très dynamique, hein. Je rappelle que l'Inde a un taux de croissance de 6 à 7% par an, et d'après le FMI, la croissance mondiale dépend de la croissance indienne. Donc, c'est un marché qui est très dynamique. C'est un marché, certains disent que, en fait, cette croissance, elle est essentiellement liée à des programmes de développement d'infrastructures, ce qui est vrai.
mais la consommation intérieure reste quand même très dynamique. Elle est aux alentours de 5% par an. Donc, pour les entreprises européennes, se positionner sur ce marché, c'est extrêmement important. Évidemment, la classe moyenne n'est pas encore très développée, mais voilà, c'est très prometteur. Pour l'Inde, c'est plutôt se rassurer, sécuriser donc des débouchés, pouvoir un peu stimuler ses usines, enfin le développement de ses usines, son industrie manufacturière pour accroître donc comme je le disais l'emploi. Et c'est vraiment ces rationnels-là, à mon avis, qui sont en jeu, enfin qui sont à l'œuvre dans la conclusion de cet accord. Donc voilà, c'est à peu près le panorama que je voulais vous donner. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai de tous ordres. D'ailleurs, hein, on me pose souvent des questions qui sont plus d'ordre culturel sur l'Inde parce que c'est un pays qu'on connaît très mal. Et c'est un pays en Europe sur lequel on a beaucoup de fantasmes, de stéréotypes. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent. Bien, merci beaucoup Catherine. Effectivement, je pense que on a appris beaucoup de choses pendant votre exposition. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur. On va en connaître un petit peu l'Inde, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments extrêmement intéressants dans votre analyse. Je voudrais simplement demander à ceux qui souhaitent poser une question de lever la main. Et je salue d'ailleurs Jean-Christophe Gessler, que je remercie. C'est lui qui nous a. C'est grâce à lui que ce, ce DCI, ce débat a pu être organisé. Merci Jean-Christophe. Donc c'était une Bonsoir Catherine, bonne bonsoir Alain. initiative. Bonsoir. C'était une bonne initiative de ta part. Ça se confirme. Donc qui est-ce qui souhaite poser la première question? Alors, moi j'en ai une peut-être pour lancer la discussion. Vous avez mentionné à la fin que finalement au moins le point commun ou l'intérêt commun des deux parties, c'était certainement par rapport à la Chine. Et donc, et ça, on peut comprendre ce point de vue. Et par rapport aux États-Unis, est-ce que c'est le même point? Parce que du point de vue européen, on pense quand même qu'il y a une stratégie consistant à essayer de développer des accords dits de libre-échange, on peut plutôt appeler accords commerciaux avec un certain nombre de partenaires pour sortir effectivement du face-à-face à trois avec les deux autres puissances, mais est-ce que c'est la même chose côté indien, ou est-ce que malgré les relations parfois compliquées entre Trump et Modi, on cherche quand même toujours à garder une relation privilégiée avec les États-Unis? Alors, c'est extrêmement compliqué. Alors, les États-Unis, c'est le premier marché de l'Inde, hein. Donc ça, c'est sûr qu'ils vont pas faire une croix dessus tout de suite. Ils en ont besoin. Mais l'Union européenne n'est vraiment pas très loin derrière. Donc je pense qu'effectivement, il y a l'idée de diversifier. Ils ont fait un accord de libre-échange aussi avec le Royaume-Uni, avec la Nouvelle-Zélande. Donc il y a une vraie volonté de diversifier et de plus autant dépendre des États-Unis. Pourtant, vraiment, le rapport de l'Inde avec les États-Unis est extrêmement étroit. Il y a évidemment une diaspora très importante. Il y a des rapports aussi qui sont d'ordre géopolitique, puisqu'il y a toujours effectivement les tensions avec le Pakistan. Donc, en fait, les Indiens, clairement, avec les États-Unis, marchent sur des œufs pour essayer de préserver leurs relations. D'un point de vue strictement commercial, ils ne peuvent pas s'en passer, c'est leur premier marché. D'accord. Et vu les produits qu'ils font, ils ont besoin de s'adresser aussi à des pays développés. Et voilà, si ce n'est pas les États-Unis, c'est essentiellement l'Europe, quoi. Voilà. Donc, il y a pas 36 solutions. Très bien. Je vois que Michel Baugier a levé la main. Donc, Michel, tu passes la parole. Et puis ensuite, Jean-Luc Demarty a une question ensuite. Mais Michel, d'abord. Michel Baugier, donc conseiller du commerce extérieur, CCE. Catherine, merci pour votre exposé. J'ai deux questions, en fait, mais qui ne sont pas liées directement à l'accord de free trade qui a été signé avec l'Europe. L'Inde est un pays qui est excessivement numérisé. Et de façon surprenante, le monde rural est très numérisé. C'est-à-dire que ce soit les pêcheurs, les agriculteurs pour la météo, les pêcheurs pour les bancs de poissons, arrivent à définir, alors qu'ils ont des barques un peu pourries, ils arrivent quand même à définir où sont les bancs de poissons. Euh, donc ma première question, c'est comment expliquez-vous que l'Inde soit considérée comme un pays en avance en matière de numérisation? Et la deuxième question, qui est liée également, le système de collecte des données personnelles qui s'appelle Aadhaar. J'ai assisté à une conférence en Inde, enfin j'ai organisé une conférence en Inde il y a 1 an et demi, pendant lequel le gars J'y étais. qui avait créé cette, oui Alain y était,
qui avait créé ce système ADAR, qui avait été un des créateurs, nous a garanti que ça ne servait pas à contrôler les gens. C'est-à-dire que les données personnelles restaient totalement personnelles, n'étaient pas diffusées, n'étaient pas utilisées, contrairement à la Chine qui, là, revendique une utilisation des données personnelles. Est-ce que vous y croyez à ça? Ok. Alors, merci, effectivement, sur le numérique, c'est très intéressant. Euh, Plusieurs éléments. Le premier, c'est que, comme beaucoup de pays en développement, en fait, c'est pas vrai uniquement de l'Inde, ils sont passés directement au numérique très vite parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure et que tout de suite, ils ont eu rapidement des smartphones, y compris dans des villages très reculés. Beaucoup de gens ont des smartphones et donc accès au numérique et donc accès à plein de voilà, plateformes. Deuxièmement, l'Inde a été pionnière dans une innovation qui s'appelle UPI, Unified Payment Interface, où en fait, vous allez au bazar, c'est un vrai bazar, et pourtant vous payez avec votre smartphone, comme vous et moi avec Apple Pay, quoi. Et en fait, l'Inde a été très innovante de ce côté-là parce qu'elle a favorisé l'interopérabilité entre ça, le système de paiement, le système ADAR, qui est le système en fait d'empreintes digitales qui permettent d'identifier. Et donc, il y a un vrai développement et qui a été très soutenu par les pouvoirs publics. Hein, ce n'est pas uniquement un développement du secteur privé, ça a été largement soutenu par les pouvoirs publics. Et vous avez raison que le système ADAR, mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que le système ADAR, c'est quelque chose qui ne date pas du tout du gouvernement Modi. Hein, c'était un système qui avait été imaginé bien avant. Mais la société civile s'était toujours opposée farouchement à ce système en disant que voilà, il y avait des problèmes de liberté civile, de collecte de données, etc. Et en fait, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que ce qui a donné un coup de fouet terrible à l'adoption du système ADAR, donc pour ceux qui ne connaissent pas le système ADAR, encore une fois, c'est une espèce d'identité numérique à base d'empreintes digitales. C'est-à-dire si par exemple, demain en Inde, vous voulez ouvrir vous voulez avoir un téléphone, on va vous demander donc votre empreinte ADAR et à partir de là, on a accès à tout un tas de choses vous concernant, votre identité bien sûr, mais votre compte en banque, etc., etc. Donc, c'est un système qui est assez pratique et surtout qui a permis de renforcer l'efficacité des transferts sociaux, par exemple, qui sont beaucoup moins, il y a beaucoup moins de fuites que quand il y avait des billets qui transitaient. Donc, le système ADAR a fait couler beaucoup d'encre vers la société civile, mais ce qui s'est passé, c'est que l'Inde s'est lancée en 2017, si ma mémoire est bonne, dans ce qu'on appelle la démonétisation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le gouvernement a déclaré que les coupures de billets qui étaient les plus utilisées, l'équivalent de nos 5 et 10 euros, n'avaient plus de cours légal. Et donc, en fait, que les gens devaient aller à la banque pour convertir leurs billets en nouveaux billets. Et le problème, c'est que pouvoir convertir ces nouveaux billets, ces anciens billets en nouveaux billets, il fallait avoir un compte en banque et donc une identité ADAR. Et donc, grâce à ce choc massif dans l'économie, parce qu'en fait, quand vous démonétisez les coupures qui sont les plus courantes dans l'économie, vous créez un énorme choc, hein, ça a été très coûteux pour l'économie indienne, mais ça a eu comme effet de bord une adoption contrainte et massive de ce système ADAR où les gens se sont dit, bon, bah, peut-être que mes données seront réutilisées, mais là, j'ai toute ma fortune qui vaut plus un pet de lapin. Donc, voilà. Suite à ça, je vais aussi avoir un compte en banque et un système ADA. Donc, est-ce que j'y crois? L'Inde reste quand même, en dépit de tout, en dépit de l'exercice du pouvoir voilà, qui peut être tout à fait discuté, une démocratie, c'est pas du tout le même cas que la Chine. Donc, il y a quand même des contre-pouvoirs qui sont forts. Est-ce que la tentation d'utiliser ces données est grande? Oui, certainement. Donc, en fait, je vous fais une réponse un peu entre les deux, c'est-à-dire que probablement, ça ne sera pas du tout utilisé comme en Chine pour contrôler la population, etc., parce que ça reste une démocratie. Mais je pense qu'il va falloir lutter quand même vigoureusement contre la tentation que peuvent avoir des gouvernements qui sont en plus pas des gouvernements très libéraux d'utiliser ces données. Merci, Merci, très Catherine. clair. Non, prie. Jean-Luc Demarty, qui est un grand expert des négociations européennes, commerciales européennes. Donc, Jean-Luc, vas-y. Oui, j'étais effectivement le directeur général du commerce extérieur dans la première partie de la négociation avec l'Inde entre 2008 et 2013.
et ça s'est arrêté en 2013. Enfin, les négociations ont été gelées. Je suis à peu près d'accord avec ce qu'a dit Madame Brosse, mais je veux rapporter quand même quelques nuances. C'est-à-dire qu'en réalité, quand la négociation a été lancée en 2008, c'était lancé à la demande de l'Inde, en réalité, beaucoup plus qu'à la demande de l'Union européenne. Même si la perspective d'un marché indien, je dirais, dynamique et d'une économie en croissance était attractive. C'est la raison pour laquelle on a accepté. Mais en fait, l'Inde, comme d'ailleurs le Mercosur initialement, quand ça a été lancé en 99, cherchait des accords de libre-échange profondément asymétriques en leur faveur. Ce qui nous intéressait, je dirais, assez peu. Donc, en réalité, au fur et à mesure que les négociations ont évolué, bon, je ne vais pas refaire l'historique du Mercosur, mais donc avec l'Inde, en réalité, on a rencontré assez rapidement un blocage avec l'Inde, bien que quand je suis arrivé comme directeur général du commerce extérieur en 2011, on m'avait dit qu'il faut aller tout de suite à Delhi parce qu'on va conclure tout de suite. Bon, j'avais déjà négocié avec eux à l'OMC quand j'étais directeur général de l'agriculture et je savais que c'était extrêmement difficile de négocier avec les Indiens. Et donc en réalité, je veux dire, les blocages, c'était une bonne partie de l'industrie, notamment l'automobile, un peu l'agriculture, où on avait quelques offensifs, mais aussi il y avait certains offensifs. Et en réalité, l'échec de 2013, c'est que le gouvernement du Congrès était tenu très faible et n'avait pas les moyens, je dirais, de faire les choix stratégiques pour conclure cet accord. Donc, en réalité, les choses sont modifiées après parce que l'Inde fait partie. C'est vraiment stratégique pour l'Union européenne. C'est un grand marché en croissance. Et donc, l'Inde fait partie de ce réseau d'accords de libre-échange que nous avons développé après l'échec du Doha Round en 2008. Et c'est encore plus vrai depuis le néoprotectionnisme américain, d'un côté, et ce que j'appelle ce qui est devenu aujourd'hui la prédation chinoise de notre industrie. Et donc, effectivement, l'Inde peut jouer avec, bien sûr, beaucoup d'autres partenaires, parce qu'on a développé des accords de libre-échange, enfin, des accords commerciaux, je ne préfère pas parler non plus d'accords de libre-échange comme un, des accords commerciaux avec tous les pays développés et les grands pays émergents. Et donc, on va couvrir, en réalité, à peu près tout le monde. Et donc, de ce point de vue, ça fait partie d'une approche stratégique de notre côté pour développer, je dirais, notre commerce, nos échanges. Et je dois dire que j'ai été surpris à la fois par la vitesse, quand l'accord a été relancé en 2022, la vitesse de la conclusion de l'accord, et par son ambition relativement élevée. Je veux dire, ça m'a plutôt surpris agréablement. Et je pense quand même que la politique protectionniste de Trump a beaucoup accéléré la négociation. Parce que mon expérience avec les Indiens, c'est que c'est très, très difficile de conclure une négociation avec eux. Et même quand c'est leur intérêt, ils ont du mal à faire les choix, c'est culturel, de faire les choix politiques pour conclure une négociation. Et donc pour nous, je trouve que c'est un grand succès. Bon, Inde considère probablement que c'est un grand succès pour eux aussi, parce qu'on est un grand marché, donc c'est intéressant pour eux. Bon, voilà. Et donc en réalité, je pense que, et vous avez bien marqué qu'il n'y a pas il y a une complémentarité, il n'y a pas de très gros risques. Et même d'ailleurs, bon, l'agriculture n'est pas exclue. C'est certains produits agricoles sensibles de part et d'autre qui sont exclus. Tout simplement parce que l'Inde est défensif sur nos intérêts offensifs et vice-versa. Donc, nous, ils étaient offensifs sur le sucre et sur le bœuf. Nous, on est offensifs sur les produits laitiers et sur la viande porcine. Et donc, le plus facile, effectivement, était d'exclure ces produits. Et bien sûr, on a à gagner aussi sur les vins spiritueux, comme vous l'avez remarqué. Donc, je vais m'arrêter là, mais donc je pense que c'est pas l'Inde seule, c'est l'Inde dans une approche globale de l'ensemble des accords commerciaux, évidemment très important parce que c'est le pays qui croît le plus vite. Et il y avait un certain nombre de sujets difficiles qui devaient être réglés. Alors, je signale quand même qu'à la différence des autres accords,
on n'a pas de chapitre développement durable relativement ambitieux, mais ça, on s'y attendait, comme on l'a avec les autres négociations, à la fois sur l'environnement et sur les conventions clés de l'Organisation internationale du travail. Bon, mais ça, on s'y attendait et ça n'a pas l'air Oui, c'est ça. ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. On ne voit pas d'opposition monter contre la ratification de l'accord avec l'Inde. Donc, je suis relativement optimiste, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur parce que les Indiens sont quand même champions des barrières non tarifaires. Et donc là, je veux dire, c'est à surveiller. Bon, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières bon, est un animal spécial auquel personnellement je crois assez peu, mais ça, c'est pas l'objet du débat actuel. Et d'ailleurs, c'est pas une taxe carbone, hein, c'est un marché du carbone. Ce sont des permis Oui. d'émettre. C'est des permis d'émettre. Et donc, Mhm. effectivement, on va voir comment ça peut fonctionner avec l'Inde. Et là, si on peut inciter l'Inde à décarboner davantage, je pense qu'effectivement, c'est positif pour la lutte contre le changement climatique, même si moi, ma position sur le sujet, c'est que je trouve que notre approche de décarbonation accélérée net zéro 2050 est très excessive et que avec nos émissions qui ne font en Europe que 6% des émissions mondiales, il est complètement irresponsable de décarboner plus vite que la Chine qui ne vise que le net zéro en 2060 et voire même l'Inde qui vise le net zéro en 2070. Bon. J'ai fini, c'était plus des remarques que des questions, mais en tout cas, merci de votre exposé qui vous avez bien capté, je dirais, l'importance stratégique de cet accord des deux côtés. Je suis d'accord aussi que pour, disons, la grande ombre de la Chine a toujours été très importante pour l'Inde et pour nous aussi aujourd'hui. C'était moins clair à l'époque, Ah oui, mais pour nous nous sommes bien aujourd'hui, d'accord. là, ça change beaucoup et je pense que, et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, pour nous, Européens et Français, la vraie menace pour notre industrie, euh, voire même pour l'agriculture, parce que la Chine est en train d'investir beaucoup dans ce domaine, c'est beaucoup plus la Chine que le néoprotectionnisme américain. Et c'est là aussi Bien. que la menace, et donc bien sûr l'Inde pour nous avec une économie beaucoup plus équilibrée, une consommation dynamique, alors que la Chine, le problème de la Chine, c'est son modèle économique complètement déséquilibré avec une surépargne et une sous-consommation majeure qui les conduit à exporter massivement. Voilà, merci. Merci, merci, j'en suis bien d'accord aussi sur l'analyse du problème principal auquel on est confronté. On se focalise beaucoup sur les États-Unis, mais effectivement, le gros défi, c'est quand même la Chine. Catherine, peut-être des réactions sur sur Oui, les réactions de Jean-Luc, et puis après, je passerai la parole à Marc oui, Essig. je serai brève puisque effectivement c'est plutôt des réactions, mais je vous remercie beaucoup, c'est très instructif en fait. Mais vous voyez, ce que vous disiez sur les négociations, les premières négociations qui avaient été très, très dures, il y a beaucoup d'éléments qui ont beaucoup changé et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas tellement les États-Unis. En 2008, premièrement, la stabilité politique n'était pas du tout la même. Ça, vous l'avez mentionné, c'est vrai. Et surtout, je pense qu'il y a quand même eu un choc Covid important où la plupart des nations se sont rendues compte de leur dépendance à la Chine et se sont dit, OK, on va dérisquer, on va diversifier, China plus one, enfin voilà, peu importe les noms qu'on ait donnés à ça. Et je pense que c'est ça qui a créé un énorme momentum pour l'Inde, qui n'a pas arrêté de marteler justement que bah, si vous cherchez une alternative à la Chine, me voilà, quoi. Embrassons-nous. Hmm. Et ça, c'est vraiment à mon avis, le gros moteur de la reprise des négociations. Et je suis d'accord que l'accélération est probablement liée aux États-Unis, mais c'est pas anodin que tout est repris en 2022, à mon sens. Euh, Hmm. Premièrement, grâce à la stabilité politique. Bon, Hmm. après, on peut penser ce qu'on veut du régime, ça c'est une autre question, mais il est parti pour durer, hein, Hmm. ce gouvernement. Et d'autre part, je pense une espèce de prise de conscience quand même très, très nette voilà, de la place de la Chine. Mais merci Merci beaucoup beaucoup. pour ce retour d'expérience direct. C'est Non, non, toujours je très crois que c'était instructif. effectivement, l'échange était extrêmement intéressant. Marc, tu as une Oui, question à poser? bonjour, merci pour votre éclairage. Marc Essig, je travaille dans le domaine de la défense, je suis aussi conseiller du commerce extérieur au Moyen-Orient.
La problématique que je vois avec l'Inde, c'est qu'en fait, pour aller attaquer le marché Inde, c'est made in India, donc il va falloir qu'on ait voire 30, 40, voire parfois 50% des activités en Inde. Il n'y a pas cette rétroaction pour l'Inde vers l'Union européenne, déjà. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'en faisant ça, enfin moi je suis persuadé qu'on est en train de créer nos futurs compétiteurs, comme on l'a fait avec la Corée, avec la Turquie, avec le Moyen-Orient, et comme nous, on est devenus compétiteurs des États-Unis avec les transferts de techno des États-Unis vers l'Europe, quoi. Comment vous voyez ça? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je comprends que venant de l'industrie de la défense, ça soit un sujet parce qu'ils exigent énormément de transfert de technologie dans ce secteur-là, ça c'est sûr. Mais je suis d'accord que même dans des choses qui se sont faites par les forces du marché, j'ai envie de dire, je suis entièrement d'accord avec vous, on crée nos futures dépendances. Je vais vous expliquer juste un cas, le cas de la pharmaceutique, où en fait, au départ, on pourrait se dire, bon, bah, très bien, on délocalise juste la manufacture de médicaments là-bas parce que c'est moins cher. On se dit, ok, bon, très bien, on garde la R&D, c'est quand même l'actif principal de la pharmaceutique. Mais on s'est mis aussi à délocaliser des acteurs beaucoup plus intégrés, avec notamment de la recherche. Et donc, à la fin, on peut quand même se poser la question de se dire, OK, mais qu'est-ce qui reste au laboratoire pharmaceutique européen, en fait? Si la recherche est faite là-bas, le manufacturier est fait là-bas, il nous laisse juste l'accès au marché, peut-être voilà, peut-être le marketing, peut-être vraiment la recherche ultra fondamentale, mais je suis d'accord avec vous que ça peut interroger sur demain, qu'est-ce qui va empêcher? On est en train en fait d'enlever au fur et à mesure les barrières à l'entrée sur ces marchés pour les producteurs indiens. Je dirais c'est le but. Voilà, d'accord, mais quand même, on peut se poser la question en se disant, ben voilà, à force d'enlever les barrières à l'entrée, mais qui ont un bénéfice, hein, on ne fait pas ça non plus parce qu'on est idiot, c'est aussi parce que ça sert les coûts, donc les entreprises sont très contentes aussi à court terme, mais en fait, on est en train, à mon sens, d'échanger, voilà, de brader le long terme pour du court terme, en fait. Et je trouve que dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la défense, je connais moins, mais dans l'industrie pharmaceutique, c'est très clair, en fait. Donc ça, c'est pas très rassurant, je suis d'accord avec vous. On peut se poser la question de se dire, bah, OK, au fur et à mesure on gagne, on gagne de la marge en délocalisant de plus en plus dans des pays comme l'Inde, mais à la fin, qu'est-ce qui va nous rester, quoi? Merci. Merci. Je suis Merci. désolé, Alain, il va falloir que je vous quitte, mais c'est très intéressant comme Oui, je crois d'ailleurs c'est le point de information. vue. C'est le Merci point de vue beaucoup. général. Donc, il y a en fait deux questions qui ont été posées par écrit que je vois en même temps. La première, donc bonsoir, merci pour cette intervention passionnante. Donc ça confirme bien. Pouvez-vous expliquer plus en détail pourquoi les produits indiens seraient moins susceptibles d'arriver massivement en Europe que les produits chinois à plus ou moins long terme, notamment si l'IMEC et l'industrie manufacturière indienne à bas coût se développent? Parce que l'avantage, alors c'est simple, c'est l'avantage. Je crois qu'on l'a déjà expliqué d'ailleurs un petit peu dans Oui, en fait, l'introduction. si vous voulez, la Chine, les produits chinois sont imbattables. Parce que ils ont déjà, bon, ils sont quand même souvent largement subventionnés. Et d'autre part, parce que en fait, ils ont tellement fait d'économies d'échelle, ils ont créé tellement des industries énormes qu'en fait, voilà, les coûts sont très très bas. Ce qui n'est pas le cas de l'industrie indienne pour l'instant. En plus, et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez curieux, c'est qu'on se dit effectivement les salaires en Inde sont extrêmement bas, donc ils pourraient profiter effectivement du cheap labor, si je puis dire, enfin voilà, d'une main-d'œuvre pas chère comme l'a fait la Chine, mais pour plein de raisons réglementaires, pour plein de raisons de coûts de transaction, c'est pas aussi intéressant que l'était la Chine à l'époque. Donc, pour répondre de manière succincte à la question, l'avantage dont bénéficie la Chine en termes de coûts est quasiment imbattable. Et encore moins imbattable si en plus vous avez des droits de douane quand vous êtes les Indiens. Donc en fait, en baissant les droits de douane sur les produits indiens, on leur donne un coup de pouce, en quelque sorte, dans leur compétitivité face aux produits chinois. Et c'est pour ça qu'en fait, cet accord de libre-échange, il permet de diversifier, pour l'instant pas de manière massive, hein, mais il permettra à terme de diversifier les produits chinois, de se diversifier les approvisionnements, pardon, de l'Union européenne, parce que justement, ça permettra, voilà, de donner un petit coup de pouce en termes de compétitivité aux produits indiens vis-à-vis des produits chinois.
Très bien, merci beaucoup. Là, une autre question très générale, très générale, je pense que ça va traiter peut-être un peu rapidement. Euh, L'Inde, attends, non, c'est avant. Est-ce que vous pouvez aborder le système des castes qui semble-t-il a beaucoup changé en Inde? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus rapidement parce que le thème est inépuisable, j'imagine. Oui, Donc, oui. Alors, vous savez, je vais vous faire une confidence. À chaque fois que je fais une conférence sur l'Inde, c'est la première question qu'on me pose. Alors, je suis très ça, étonnée c'est que pas ça la soit la première. quatrième. C'est pas la première, c'est la quatrième ou la cinquième. Donc, Oui, mais il y a une espèce de fascination européenne pour le système des castes. Alors, le système des castes, il existe. Il n'est pas du tout érodé, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a plein d'aspects, voilà, qui l'ont beaucoup assoupli. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est une obsession européenne pour un truc c'est quasiment de l'orientalisme quasiment. Enfin, j'exagère parce que c'est horrible en fait comme système, mais cette espèce d'obsession qu'on a en Europe vis-à-vis du système des castes, il y a quelque chose d'un peu orientalisant. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est que souvent on garde l'image de l'Inde comme le pays de la cité de la joie, de Mère Teresa et des castes, quoi, en gros. Et c'est un tort qu'on a parce que ça a tendance à masquer ou à voiler le fait que l'Inde, c'est un pays qui est jeune, c'est un pays qui est en croissance, c'est un pays où il y a des gens qui font des affaires, où ils sont pas tous dans des bidonvilles à Calcutta, il y a aussi des centres d'affaires à Mumbai, etc. Et à mon sens, cette obsession pour le système des castes en fait un peu partie. Mais bon, enfin, c'est aussi assez logique. Mais vous savez, le système des castes, donc il existe. Son application est pas du tout comme ce qu'on pense en Europe, une loi d'airain. Vous avez des gens qui vont vous dire, moi, j'ai jamais pris conscience de ma caste jusqu'au moment du mariage. Alors là, pour le coup, c'est une loi d'airain. Quand les gens veulent se marier, la caste, c'est le sujet numéro un. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, il y a des gens dans les villages indiens du fin fond du Rajasthan, c'est sûr que voilà, la caste est un élément clé de la vie des gens. Dans les centres urbains dynamiques de Delhi et de Mumbai, c'est plus aussi, voilà, c'est pas du tout aussi présent. Pour une simple et bonne raison, c'est que la caste se voit pas sur le visage, en fait. La façon dont les Indiens devinent la caste des gens, ça va peut-être vous parler. La façon dont les gens s'habillent, la façon dont les gens parlent, leur nom de famille et d'où ils viennent, géographiquement. Et si vous y réfléchissez, c'est quand même le processus assez standard d'identification de la classe sociale en général. Et donc, en fait, ce système des castes, il est encore une fois d'airain quand il s'agit du mariage, où les mariages sont à 80% arrangés ou 90% arrangés en Inde. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas, parce qu'on vous êtes dans les grands centres urbains, c'est pas du tout aussi présent. Encore une fois, dans les zones rurales, ça, c'est une autre affaire. Est-ce que le système des castes ralentit l'économie? Non, pas vraiment à mon sens, si ce n'est que, en fait, comme tout réseau, parce que dans une caste, vous avez un réseau, les informations transitent par ce réseau. Donc, par exemple, quand vous voulez embaucher quelqu'un, voilà, vous n'allez pas faire passer des milliards d'entretiens comme nous, on peut faire parce qu'ils sont très nombreux, à dire, voilà, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui serait bien comme ça, et dire, ah bah si, il y a le troisième petit ami de je sais pas où, qui voilà, se retrouve dans la même caste, et voilà, vous pouvez le voir en entretien et vous êtes embauché. Donc, il y a comme ça des réseaux qui se créent. Chez les marchands aussi, voilà, il y a des réseaux, c'est des réseaux. Mais est-ce que ça a vraiment un impact au niveau macro? Je trouve difficile de le quantifier de manière vraiment prégnante. Vous le verrez à la marge. Il y a des calculs qui ont été faits sur le marché du travail, quel est le coût. Parce qu'évidemment, c'est un coût en termes d'efficacité, hein. Quand vous embauchez que dans un réseau qui est très petit, vous n'avez pas forcément les meilleurs, très petits ou très grands d'ailleurs, vous n'avez pas forcément les meilleurs candidats, donc c'est un coût, mais c'est des coûts qui sont très cachés, en fait. Voilà. Alors, sur le système des castes, évidemment, on pourra en parler très, 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 très longuement parce que c'est long, c'est millénaire, c'est lié à la religion. Voilà, c'est tout ça, mais je pense qu'il faut un peu se départir de cette obsession qu'on a pour voilà, ces quelques stéréotypes qu'on a sur l'Inde, sur le système des castes, la pauvreté, les bidonvilles, le fait qu'ils sont non-violents, ce que je trouve complètement hallucinant parce que en fait, la société indienne est une société vachement violente. Voilà, il faut apprendre à connaître ce pays de manière un peu plus dépassionnée, je dirais. très bien. Merci beaucoup. Jean-Christophe, puis après j'ai deux dernières questions écrites et après on va arrêter. Mais Jean-Christophe, Jean-Christophe, vas-y, Oui, pour ta on question. y va. Alors, si vous avez traité ce point en début du webinaire, je m'en excuse, je n'y étais pas. Mais voici ma question. On comparait un peu la trajectoire de croissance de la Chine et de l'Inde. La Chine a su jouer sur un vaste marché intérieur,
pour faire des économies d'échelle, construire des champions nationaux, etc. Est-ce que le marché, dans quelle mesure plutôt le marché indien est-il fragmenté ou unifié dans différents domaines, services, produits voilà, on entend Oui, parler ici beaucoup de différentes langues, de différentes cultures, ethnies. Voilà, est-ce qu'on peut en savoir un plus? oui. Alors sur le marché intérieur indien, il est prometteur, mais pour l'instant, il est quand même assez mince. Parce qu'en fait, voilà, la classe moyenne, si tant est qu'on puisse vraiment la définir, elle représente peut-être 10% de la population, quoi. Donc, voilà, c'est pas énorme, mais elle est dynamique et elle consomme et donc elle existe. Mais elle est, voilà, moi, à mon sens, elle est quand même très difficile à bien identifier, quoi. Et surtout, elle n'est pas très profonde. Sur la fragmentation du marché, c'est vrai. En fait, en Inde, donc c'est un État qui est enfin, qui est très fédéral. Pourquoi? Parce que vous avez chaque État quasiment, il y en a 35, a sa propre langue. Et chose qui n'est pas connue et qui est vraiment assez troublante pour des Européens, les langues qui sont parlées au nord de l'Inde ne sont même pas de la même famille linguistique que les langues parlées au sud de l'Inde. Donc, en gros, si vous voulez, la distance linguistique entre l'hindi et du tamoul est à peu près la même qu'entre du français et de l'arabe, quoi. C'est même pas la même famille linguistique, en fait. Donc, d'un point de vue linguistique, ils sont extrêmement fragmentés, mais ils ont eu un facteur unificateur qui est l'anglais. Mais l'anglais n'est pas parlé par tout le monde. Bon, donc effectivement, c'est un marché qui est fragmenté, c'est un pays qui est très grand. Et souvent, vous savez, il y a quand même une dichotomie très importante entre le nord et le sud de l'Inde. Et on le voit, si vous avez voyagé en Inde, vous verrez que le nord n'a rien à voir avec le sud en termes d'apport et de relations avec le reste du monde. Le nord de l'Inde a toujours été très connecté avec l'Asie centrale, le sud beaucoup plus avec l'Asie du Sud-Est. Et ça se sent. Et c'est une division qui est importante en Inde, qui est en train de se creuser parce que les États du Sud sont plus dynamiques que les États du Nord. Donc, ils nous font un plan un peu à la ligue italienne, quoi. C'est-à-dire, c'est nous qui finançons et c'est eux qui consomment, enfin, qui consomment les ressources fiscales. Donc voilà, cette division entre le Nord et le Sud, elle a tendance à de plus en plus s'accentuer. Et c'est vrai que c'est un marché qui est fragmenté. Maintenant, l'État de l'Uttar Pradesh, qui est un État parmi d'autres, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement peuplé. Vous avez plusieurs centaines de millions d'habitants, en fait. Donc, même si c'est fragmenté, ça reste quand même un beau marché sur lequel on peut tout à fait construire des économies d'échelle. Eh bien, une autre question posée par écrit. Euh, L'Inde bénéficiait déjà du SPG, donc du système des préférences généralisées. Quel est donc l'intérêt pour l'Inde? Alors, j'imagine que c'est l'intérêt de l'accord de libre-échange, enfin, ou de l'accord commercial, par rapport au système existant. Alors, déjà, l'accord de libre-échange, il couvre énormément de produits. D'accord? Il a été quand même très, très C'est plus large. ambitieux, hein. Oui. Ouais, beaucoup, beaucoup, enfin vraiment très large, parce que vous avez 96% des lignes tarifaires qui sont concernées par l'accord de libre-échange, ou l'accord commercial, comme vous voulez l'appeler. En fait, le terme qui a été repris, c'est quand même l'accord de libre-échange. Et surtout, ça permet, c'est pas uniquement dans un accord de libre-échange, vous n'avez pas uniquement des baisses de droits de douane, même si c'est quand même le but, hein. Vous avez aussi énormément de coopération qui se crée entre les pays, par exemple sur le respect de la propriété intellectuelle, sur le respect des normes, sur tout un tas de choses qui facilitent quand même techniquement les interactions entre les deux blocs, en fait. Donc ça, c'est aussi un avantage de cet accord, c'est qu'il y a beaucoup de négociations qui ont été menées, comme j'expliquais, par exemple, entre autres, hein, la propriété intellectuelle qui ont été menées dans le cadre de cet accord. Eh bien, une autre question écrite, puis après je repasserai la parole à Jean-Luc Demarty. Les exportations européennes sont-elles systématiquement accompagnées d'obligations de fabrication locale ou d'obligations d'investissement local, et quel que soit le secteur, je pense en partie, par exemple, au secteur des spiritueux? Non, c'est très variable. En fait, les demandes de contenus locaux sont extrêmement variables en fonction des produits. Évidemment, en général, ils sont croissants avec la complexité des produits, c'est-à-dire que plus les produits sont complexes, plus il y a quand même un besoin enfin une exigence de production locale. Mais c'est extrêmement variable. Par exemple, je ne crois pas du tout que sur les vins, les spiritueux, il y ait enfin,
a priori, il y ait des requêtes de ce type. Donc là, c'est extrêmement variable. Dans la défense, par contre, ça, c'est très, très clair que les demandes de transfert de technologie ont beaucoup choqué, notamment en France. Mais en même temps, ils achètent 114 Rafale, donc voilà, ils ont quand même un pouvoir de négociation. Ouais. Parfait, Jean-Luc. Jean-Luc, peut-être une dernière question. Puis Oui, après, très brièvement. Je voudrais revenir sur la comparaison avec la Chine. Et que l'Inde pourrait nous menacer comme la Chine, finalement, nous menace aujourd'hui. Je crois que la situation est fondamentalement différente. Parce que la Chine a un modèle de capitalisme et d'État basé sur des subventions complètement déséquilibrées macroéconomiquement, tournées quasi exclusivement vers l'exportation, tandis que l'Inde, c'est tout à fait l'inverse. Ils ont un marché dynamique et ça reste dans l'ensemble plutôt une véritable économie de marché avec des imperfections. Et donc, je pense que de ce côté-là, les risques ne sont pas si grands, sauf si, comme je le disais tout à l'heure, les Indiens nous mettaient des barrières non tarifaires pour nous empêcher de profiter des réductions de droits de douane. Je crois que c'est là-dessus où il faudra être très, très, très vigilant. Et quant à la pharma, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que nos droits de douane sur les produits industriels sont très bas. Et donc, y compris sur les produits pharmaceutiques. Donc, de toute façon, notre protection est assez faible. Alors, on a beaucoup augmenté notre protection sur l'acier, ce qui a d'ailleurs été un des sujets, nos droits MFN sur l'acier, ce qui a d'ailleurs été un des sujets dans la négociation, puisque l'Inde exporte de l'acier. Je crois que sur la pharmacie, je ne crois pas que l'Inde ils sont très dynamiques, mais ils ne sont une menace que parce que comme on est en train de, à mon avis, partiellement de détruire notre industrie automobile, on est en train de détruire partiellement notre industrie pharmaceutique par notre politique de prix trop bas des médicaments. Qui décourage la recherche, etc. Et donc c'est plutôt un autre problème auquel notre industrie pharmaceutique est confrontée à l'intérieur de l'Union européenne. Je ne crois pas trop à la menace de l'Inde pour cette raison également. Alors, je voudrais juste rajouter une petite précision. C'est que l'Inde, elle aussi, s'est mise à faire une politique industrielle avec des subventions qui bénéficient aux exportations quand même. Dans le package Admanirbhar Bharat, il y a tout un volet qui s'appelle le Production Linked Incentive Scheme, qui évidemment n'est pas une subvention aux exportations parce que ça n'est pas autorisé, mais qui est une subvention dont le design est assez particulier, qui consiste à subventionner en fait quand il y a de la création de capacité et quand il y a le dépassement d'un seuil de 2019 de production. Et tourner quand même très clairement vers l'exportation, et ça marche plutôt pas mal. Sur des produits qui sont très ciblés, c'est vrai, mais qui sont des produits quand même soit stratégiques parce que justement ils veulent desserrer les taux de la Chine, soit des produits qui sont quand même assez technologiques en fait. Donc, l'Inde il commence en fait à s'intéresser. En fait, ils sont un peu tous. Là où je suis d'accord, où on peut encore être à peu près tranquille, c'est que là où l'effort de la Chine était extrêmement concentré vers les exportations de biens, l'Inde, ils sont encore un peu en train de se dire, bon, on va essayer de booster les exportations de biens, mais on a aussi des services où là on est fort, donc on va essayer aussi de booster les services, l'exportation de services. Les IDE, pas fou, ils vont surtout dans les secteurs où l'Inde a un avantage comparatif qui sont les services. Donc, ils ont un effort qui n'est pas aussi concentré qu'a pu être l'effort de la Chine sur la production manufacturière, mais ils en font aussi hein, des politiques de subvention. Ils s'y sont mis aussi. Alors, évidemment, on n'appelle pas ça subvention, mais des politiques de soutien aux capacités d'exportation, ils s'y sont mis aussi, en fait. On garde à disposition les droits, je veux dire, les droits anti-dumping et les droits anti-subvention sont toujours possibles, même avec accord de libre-échange. Donc, et comme le système est quand même plus transparent, à mon avis, que le système chinois en matière de subvention, si jamais il y a un problème, on a toujours la possibilité de recourir aux instruments de défense commerciale, hein, y compris à l'intérieur d'accords de libre-échange. Hein, juste. Si. Dernière question, Michel Bauger. C'est pas une question, c'est un commentaire sur les vins et spiritueux de mon dernier entretien avec le patron de Pernod Ricard en Inde. Pernod Ricard fabrique 90 à 95% de sa production, et Pernod Ricard Inde est le premier marché de Pernod Ricard au monde. Ils sont au-dessus du milliard. Donc en fait, les vins et spiritueux sont totalement prohibés à l'exportation.
Oui, mais D'accord. parce que jusqu'à présent, ils avaient des droits de douane prohibitifs. Oui. Ah oui, Ils alors avaient maintenant, 140% de droits de douane, donc forcément, il valait mieux produire localement. Est-ce que ça sera encore le cas? Je ne suis pas sûre. alors Oui, ils ont c'est ça. C'est un en des plus gros des droits enjeux. de C'est un douane, des gros enjeux. en plus des droits de douane, ils ont des taxes locales. Parce que d'une ville à l'autre, les taxes changent et on peut avoir des différences de 50%, plus ou moins. Voilà, c'était un commentaire. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci Catherine. Je crois que c'était passionnant. Le nombre de questions le montre. C'était extrêmement intéressant. Donc, nous avons pour l'instant donc notre activité là. Nous allons faire une petite pause pendant l'été. C'était le dernier débat avant l'été. Mais on vous donne rendez-vous le 17 septembre. Nous aurons une masterclass animée par Jean-Christophe Gessler sur la question du cargo hijacking, c'est-à-dire des détournements de trafic, de cargaison. Et nous aurons ensuite, probablement fin septembre, un débat de conversation sur l'Afrique, avec des spécialistes de l'Afrique et des enjeux pour nous. Et ensuite, nous avons aussi, là ne sont pas fixés, des intervenants éminents, puisque nous aurons Jean-Dominique Sénard, donc le président du conseil de Renault. Nous aurons aussi François Villeroy de Gallo, l'ancien gouverneur de la Banque de France, et nous aurons Thierry Dandinière, patron d'Invivo, qui va nous parler du marché agroalimentaire mondial et de son évolution. Donc tout ça, ça sera au deuxième semestre. Et entre-temps, pour occuper vos soirées et vos longues journées sous la canicule, je vous engage à regarder les publications de la Fabrique de l'exportation, et en particulier une nouvelle publication que nous faisons depuis maintenant quelques temps qui s'appelle Vue de Washington, où tous les 15 jours, nous avons une chronique de notre ami Jean-François Boitin qui est installé à Washington et qui nous donne les dernières nouvelles de la politique économique, parfois extrêmement variable suivant les jours des Américains, et de la politique commerciale qui ne l'est pas moins. Donc voilà, je vous engage, c'est extrêmement aussi stimulant comme lecture pendant cette période estivale. Donc merci encore une fois Catherine, merci à toutes et à tous. Et,